Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission des analyses de qui veut être mon associé. Avant même qu'on attaque, je dois absolument te le dire, tu vas rarement l'entendre quand même durant cette émission, mais ce passage-là, je l'ai vu. Je l'ai vu quand l'émission est sortie, je suis tombé dessus, c'est comme ça que j'ai su d'ailleurs que ça avait repris. Et c'était plus fort que moi, j'ai été obligé de regarder, tu as le droit de m'en vouloir. Alors du coup, je me rappelle quand même globalement de ce que j'ai vu, mais je vais le redécouvrir avec toi et je vais surtout l'analyser. Enfin, et je veux quand même te le rappeler, comme d'habitude, avant d'attaquer cette émission, là où tu écoutes ce podcast, laisse-moi des étoiles et un commentaire, surtout si tu es sur Spotify. Parce qu'il paraît que maintenant il y a les étoiles et j'en ai besoin pour me référencer, pour apparaître quand on tape immobilier. Bref, laisse-moi des étoiles et un commentaire, ça m'aide énormément. Ou sinon tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Et là, il y a des livres, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux aller sur toujoursimmobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, tu cliques et je t'aide à obtenir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. T'inquiète pas, ça peut paraître beaucoup, mais c'est facile. Bref, je te laisse aller sur le site et rejoindre l'aventure. Sans plus de transition, nous allons donc attaquer avec ce coup-ci un pitch médical. Parce que oui, il y a du médical et oui, avant même que ça commence, tu sais que c'est intéressant et pourtant, tu vas voir que ça ne va pas se passer comme tu l'imagines. Et on va aboutir sur des conseils, à mon humble avis, plus qu'intéressants. Patrick Magnéto. Oh bah dans ta passe. Dans ta passe. Ça me parle. Ah, le petit fauteuil, là, tout de suite, tu vas y être. Ah bah attends, alors là, je pense qu'on va tous écouter Anthony. Hein. Je pense que c'est tout indiqué. Tu connais, j'imagine? Alors non, je ne connais pas celui-là. En tout cas, lavez-vous les dents. Au moins 3-4 fois par jour, c'est important. 3-4 fois Moi, je le fais au moins 5 fois. Tu te laves les dents 5 fois par 5 jour? fois minimum. Bah, ça se voit. Bah, c'est vrai que ça se voit, oui. Toi, quand tu vas pisser la nuit, t'as pas besoin d'une torche. Il est auto-éclairé. Moi, je l'adore, Marc. Alors ici, juste pour t'expliquer, contextualiser, et c'est vrai que je l'ai remarqué dans l'émission, c'est vrai que Anthony a des dents ultra bright. C'est d'un blanc, mais de ouf, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu de chambrage, puisque bien évidemment, tu l'as compris, on est sur une société qui va proposer quelque chose en rapport avec les dents. Alors, on ne sait pas quoi, on va le découvrir. Et c'est vrai qu'on a Anthony qui dit, moi je me lave déjà les dents plus de 5 fois par jour, ce qui est déjà énorme. Moi je me les lave 3 fois, parfois 4. Je me considère comme un peu un maniaco de ce truc-là. Là j'ai trouvé mon maître, Anthony, plus de 5 fois. Là j'ai vraiment rien à dire. Ça doit être avant et après les repas. Je ne vois pas trop comment. Et je crois, et je peux le dire d'ailleurs, je peux dire une bêtise et tu me le feras savoir. Pour moi, j'ai une tendance à croire que quand on fait les choses de manière excessive, c'est mauvais. Mais, je vais quand même le dire aussi publiquement, je pense que quand tu es excessif, notamment dans le business, etc., c'est aussi plutôt positif. Donc, c'est paradoxal, comme quoi, tu vois, il ne faut pas être positif sur certains éléments, mais tu peux l'être sur d'autres parce que justement, ça va amener forcément de bonnes choses en retour. Bref, on va voir maintenant de quoi il s'agit sans plus de transition. En fait, rentrer, non pas l'accusé, mais l'entrepreneur. Bien enchanté, je suis le docteur Cyril Bérébi, chirurgien dentiste à Grenoble, en activité libérale depuis plus de 20 ans. Je suis venu ici pour trouver un ou des partenaires afin d'obtenir 300 000 euros. Et je propose 10% du chiffre d'affaires sur 10 ans ou 25% du capital. Profitez-en. C'est original. Ça commence fort. Le ton est plutôt monocorde, pourtant tout y est. Alors, c'est pas jouissif d'écouter l'histoire. D'ailleurs, note qu'il y a 20 ans d'expérience en activité libérale pour ce chirurgien dentiste et il choisit de simplement le résumer en quelques mots, alors que c'est certain, il aurait des centaines, voire des milliers d'anecdotes à nous raconter. Deuxièmement, il y a ici une proposition très originale qui est de dire 10% du CA sur 10 ans ou 25% du capital. Là, très clairement, c'est très malin ce qu'il vient de faire. Juste avec cette petite proposition qui est un choix, il indique subtilement qu'il y a un chiffre d'affaires derrière, que la société est réelle et qu'elle est là. Il n'y a pas besoin de creuser en fait. Je sais déjà que ce mec-là fait de l'argent.
En proposant ça, il n'a rien à ajouter en fait. Tout est dit. C'est comme quand tu sais chanter, que tu arrives et que tu chantes pas, mais que tu vas passer tous les différents accords avec ta voix en montrant que tu es capable de chanter juste. Voilà, tu fais ça à une audition, à la première audition, tu passes à la deuxième. Alors certes, après, on va te demander de chanter, mais déjà, tu passes chacune des notes en partant du grave jusqu'à l'aigu, en montrant que tu as un spectre de voix qui couvre largement, finalement, l'ensemble de la gamme. Mais les jurés vont te prendre à la première phase du concours. Pour passer à la deuxième phase, après, il te faudra chanter. Là, il vient de faire ça, en fait. Il vient, par un jeu, on va dire, très subtil, d'envoyer un message aux investisseurs et à moi-même et à toi qui écoutes. Voilà, je sais de quoi je parle, j'ai un truc qui roule, voilà la situation. Le défaut maintenant, parce que tout ça représente quand même un défaut. Direct, au lieu de créer de l'affect et de donner envie de le connaître, il garde une espèce de froideur entre lui et nous. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est pas pour autant négatif parce qu'il peut rattraper le coup en fait. C'est pas très grave. Mais il a un ton un peu monocorde. Donc, je me dis, est-ce qu'il a répété avant avec des membres de sa famille ou pas? Je me demande parce que moi, personnellement, et encore que c'est pas vraiment, ce que je viens de dire n'est pas vraiment juste, d'ailleurs je vais m'auto-corriger, tu vois, spontanément je l'aurais fait avec des membres de ma famille, mais est-ce que les membres de ma famille auraient eu le recul nécessaire pour me dire ça va pas et tu devras améliorer ceci et supprimer cela? Il aurait dû répéter avec des gens neutres pour que justement il ait ce genre de retour. Et même d'ailleurs, c'est même pas bon ce que je suis en train de dire, il faudrait répéter avec des gens qui soient justement des investisseurs qui aient l'habitude de ce genre de situation pour dire ton pitch il n'est pas super. Là, il n'y a aucune attache émotionnelle. En faisant ce qu'il a fait, il s'est séparé de l'émotionnel. Est-ce qu'il va réussir à le générer par le produit, par de nouvelles histoires qu'il va amener? Peut-être, je ne le sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est très froid. Donc, fais très attention dans tes choix. C'est une stratégie. Comme il a une boîte qui marche et comme il est dans le médical, il peut quand même arriver à créer de l'émulsion autour de son produit et de l'envie. Ça n'est pas catastrophique, hein, mais c'est risqué dès le départ. On est des êtres émotionnels de choisir de ne pas jouer sur l'émotionnel justement. Quand tu as 20 ans d'expérience dans un boulot et que tu as créé ta boîte, tu as forcément des histoires. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur de ne pas raconter des histoires. Raconte des histoires. Ça nous permet de nous identifier, de nous immerger plus vite justement dans le produit derrière. Et là, de ne pas le faire, pour moi en tout cas, c'est peut-être une erreur. La suite nous le dira. Pour les problèmes du quotidien, on a toutes sortes de dispositifs médicaux. On a des trousses à pansement, on a tout ce qu'il faut. Mais pour les dents, pas grand-chose. C'est ce qui fait qu'en 2008, donc, j'ai créé un dispositif pour les urgences dentaires, disponible pour tous en pharmacie. Vous avez fini là? Non, non, attendez. Parce que nous, on va se mettre tout de suite à réfléchir. D'accord. Bon, en tout cas, je suis venu parler de problèmes dentaires. Ah oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça arrive jamais au bon endroit ni au bon moment. Quand on est en vacances et qu'on a perdu sa couronne, on a perdu son bridge, on a une rage de dents ou pour tous ces petits bobos du quotidien. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème dentaire, il va rentrer dans la pharmacie, il va repartir avec un petit panier quand même, des bains de bouche, des antalgiques, des pâtes dentaires, des choses comme ça, pour un panier moyen de 30-35 € avec une efficacité quasi nulle. Voilà, parce que quand on a un problème dentaire, c'est des choses bien spécifiques à faire. En 2008, ce produit s'adressait essentiellement dans les zones plutôt rurales, essentiellement les sportifs, la montagne, le milieu de la voile. Et au fil des années, c'est un objet qui est devenu indispensable dans une trousse à pharmacie pour monsieur et madame tout le monde. Globalement, l'idée, c'est un coffret autonome. Il est fait qu'avec des produits naturels, donc il n'y a pas de risque de faire une mauvaise manipulation parce qu'on n'est pas dentiste. C'est fait pour un novice, ça permet d'attendre 30 jours, voire 2 fois 30 jours, en attendant un rendez-vous chez le dentiste. En 2017, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 20 000 €. En 2020, 170 000 €. Là, vous avez fini. Ouais, j'ai fini. Là, c'est fini, là. Okay. Finalement, c'est Anthony qui nous aura fait rire en reprenant le blanc gênant. Vous avez fini là? Non. Bon, alors, c'est pas un mauvais jeu de mots que je vais faire, mais c'est chirurgical. Alors, je suis impressionné, pourtant je m'en rappelais, mais je suis re-impressionné de justement la précision. On voit que notre chirurgien dentiste, voilà, il a un discours monocorde, mais d'une précision chirurgicale. Coffret autonome, fait avec des produits recyclables,
fait pour des novices. Ça peut permettre à une personne de tenir 2 fois 30 jours. Ça s'adresse à des personnes qui ont des bridges, qui ont différents problèmes de dents, rage de dents, etc. Et ça permet de voir venir le temps d'avoir un rendez-vous chez le dentiste. Je veux dire, il n'y a rien à redire. C'est impressionnant. Là, ce qui est impressionnant aussi, c'est le CA, hein, le chiffre d'affaires. Passe de 20 000 à 170 000 euros de 2017 à 2020. Il y a un réel besoin, il y a un marché qui est existant. Et en plus, comme il dit, au départ, on était sur la rando, la voile, enfin quelque chose d'ultra spécifique. Et en fait, on se rend compte que dès l'instant qu'on a des besoins dentaires, eh bien, ça répond aux besoins et ça permet à la personne, toute seule, dans son coin, de faire face et de patienter concrètement en attendant que le dentiste intervienne sur la dent. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec est dans le métier, il connaît, il a analysé de sa position qu'il y avait un manque, il a comblé le manque, il l'a proposé sur le marché et il a gagné de l'argent. Je veux dire, ici, tu es exactement cette personne. Cette personne qu'on est en train d'analyser, c'est toi. Déjà à l'heure actuelle, tu es sur un marché. Ce marché a lui-même des besoins et ces besoins sont soit assouvis à 100%, soit ils sont mal assouvis, soit carrément il y a sur ce marché-là, sur ce marché cible, un pan ou même un petit bout du marché qui est libre et où il y a une place à prendre. Et si tu es capable de prendre cette place, tu vas récolter comme lui de l'argent. Il n'a rien fait de particulier cet homme. Il a juste observé et répondu à un besoin qui était existant. Alors oui, je veux dire, il pourrait animer sa présentation, la faire vivre, nous donner envie de se joindre. Mais je veux dire, le truc fonctionne, c'est clair, c'est nickel. Aujourd'hui, son problème, je ne le connais pas encore, mais il m'apparaît comme étant assez évident. C'est quelqu'un qui doit faire ça à côté de son activité et du coup, il veut passer à la vitesse supérieure pour inonder le marché. Je pense qu'il a besoin d'une personne pour l'accompagner dans justement le passage de la petite société que je fais à côté de mon activité à la société que je gère, qui est l'entreprise que je vais porter au plus haut niveau que je suis capable de l'amener. Et effectivement, là, dans la panoplie d'investisseurs qu'il a en face de lui, il y a une ou deux personnes qui sont susceptibles de lui permettre de franchir ce cap-là. Maintenant, attention, je tiens à le mettre en avant ici. J'ai quand même, je vais mettre une réserve parce que pour l'instant, en tant qu'être humain, c'est relativement froid entre lui et moi. C'est-à-dire que c'est bien un dentiste. Moi, je déteste le dentiste. Je ne sais pas si je suis censé dire ça. On a besoin d'y aller tous de manière différente. Mais là, pour le coup, il ne me donne pas plus d'aller chez le dentiste. Maintenant, si j'ai une rage de dents, je suis capable de prendre son produit. Je veux dire, et c'est intéressant d'ailleurs de voir ce dont on est en train de parler là. Quand tu as vraiment un besoin, peu importe qui te le vend finalement, surtout quand il s'agit de la santé, tu vas prendre ce qui répond à ton besoin. Et là, on est dans la réalité, c'est-à-dire que le mec propose une réponse à une douleur. Si tu as mal, je peux t'assurer que sa boîte, que tu apprécies ou pas la personne qui te le vend, tu la prendras à la boîte. Donc j'ai envie de te dire finalement, mon ressenti vis-à-vis de lui, on s'en fout complet. Parce qu'au bout du compte, que je l'aime ou que je l'aime pas, si j'ai mal aux dents, j'achèterai sa boîte. Et du coup, là, à proprement parler, à moins qu'il continue d'être aussi froid, je ne vois pas comment il n'aurait pas un investisseur qui va lever le portefeuille. Enfin, pour moi, il y en a un qui va investir obligatoirement tant la box qu'il propose répond à un besoin réel. Maintenant, je te le dis, et là, ça te montre que quand même d'être… Tu vois, remarque, ça va nous permettre aussi peut-être d'aborder un sujet qu'on a rarement l'occasion d'aborder. C'est pas parce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir que tu vas réussir. Tu comprends? Là, regarde, il a tout pour réussir, mais il est tellement comme une porte de prison, il est tellement froid comme une porte de prison qu'il y a quelque chose qui te retient, que tu n'expliques presque pas. Ça montre que la réussite ne dépend pas que de la qualité du projet. On continue. Et alors, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le kit. Dans la boîte. On veut le voir. J'ai même préparé Très bien. un petit coffret pour chacun. Parce que moi, je veux bien, mais ça répare quoi? Justement, quand on est en montagne, quand on est en bateau… en montagne, par exemple. Si je perds une dent en montagne, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et il y a vraiment des outils de dentiste, quoi. Effectivement.
Et vous êtes le seul à faire ça aujourd'hui? Oui, et il est certifié. Elles sont où les dents, les fausses dents? Alors attention, c'est pas fait pour remplacer une dent. Non mais là vous dites, on a l'impression qu'on remet une dent en Eh plastique. bien, c'est quand vous avez perdu votre couronne, vous l'avez dans la main, votre dent. Ah, il n'y a pas une dent toute prête qu'on peut mettre non, au cas où? toute prête, ça n'existe pas. Il faut aller chez le dentiste, c'est un vrai métier. Et puis c'est. Vous pouvez nous faire une du petite temps. démo là? Bien sûr. Moi, Qui je veut veux bien venir voir. Allez, venez. Anthony, va voir sur place. Alors admettons, je perds la dent qui est devant. Voilà, Ouais, c'est on pas perd joli, la dent hein. qui est devant. Donc j'ai perdu ma couronne. Donc on va au petit 1. Petit On est 1. d'accord? Et on a toute une sorte de choses à sortir. Alors une spatule J, C'est parti. une cuillère doseuse I, une poudre A, un liquide B, des gants D, une sonde K. Allez. Alors tout essayez simplement. de vider la partie intérieure de la couronne. Donc Voilà. ça, si elle est Donc, pleine, on la vide. On a un petit objet. Hop, on Ok. gratter comme ça. On gratte. On gratte. Ok, on Et c'est gratte, assez on simple. rince, ça Si va. on peut ou pas. Donc c'est tout simple, il y a marqué pour une couronne, 2 cuillères de poudre et 4 D'accord. gouttes. Donc on fait une petite poudre, Tout à on fait. mélange de l'eau et on colle. Allez, on le fait. Ok. On prend un petit peu de poudre, hop, Ok, on fait un petit ciment, comme le dentiste en fait. comme le dentiste. Le dentiste, En fait, c'est vous. c'est comme un macomoulage, mais pour les dents, quoi. Exactement. La Numéro moyenne 2. d'âge des clients, vous l'avez? Vous avez une idée? Tous ceux qui ont des dents de 25 à... Tous ceux qui ont des dents. C'est un gros marché, hein. Voilà, donc on a fait une petite pâte. Donc ensuite, on repositionne, on met tout simplement de la pâte dedans. Et on Il colle. ne faut pas se presser, c'est même pas la peine. Pressé. C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. On attend, hop, Ah ouais, c'est dingue. on serre les dents et c'est fini. Ouais. Voilà. Et c'est facilement réversible pour le Ah dentiste. oui. Voilà, donc pour le cas du recollage de la couronne. Merci beaucoup. Eh ben c'est froid, hein. Le seul moment où tout le monde s'est mis à rire, moi y compris, c'est quand il a dit que ça concernait tous ceux qui avaient des dents. Merci. C'est dommage. Tu te rends vraiment compte là à quel point on a besoin d'avoir des émotions en tant qu'individu. C'est presque dommage parce que tout est réuni. Regarde comment ça se passe. Donc, il y a des outils de dentiste. Ils se lèvent, ils vont voir les outils. Il arrive à leur montrer comment ça se passe. Il leur dit que c'est certifié, que tous les novices sont capables de le faire, qu'ils font donc la démo en live. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est simple et efficace et que finalement, le dentiste, ça a même été pensé pour que le dentiste puisse récupérer le patient une fois qu'il a fait lui-même ses propres soins et qu'il puisse donc facilement retirer tout ce qui a été fait et faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le traitement qui doit être fait des mains d'un professionnel. Donc si tu veux, en fait on n'en attendait pas moins. Le mec est un professionnel qui a 20 ans d'expérience, il a créé ça parce qu'il a remarqué qu'il y avait donc ce fameux manque sur ce marché-là. Ça ne pouvait être autrement que comme c'est présenté ici, mais en fait c'est fluide, ça glisse, sauf que ce qui me gêne au bout du compte, c'est plus lui, la personne, que tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors tu vas me dire, Nicolas, mais on investit sur un produit, on n'investit pas sur une personne. Eh bien non. Et ne fais pas cette erreur grossière. Et d'ailleurs, je vais te donner là maintenant tout de suite un avis qui m'est en train de me sauter aux yeux, mais si tu sais que tu es comme ça, parce que tu as le droit. Tu as le droit d'être une personnalité plutôt renfermée, qui ne va pas être à l'aise en public. Enfin bref, peu importe, je ne cherche pas à dire qu'il est comme ça. Je cherche à dire qu'on a tous nos inconvénients et nos qualités, et que peut-être que justement faire un pitch, parler de ton produit, c'est pas ton truc. Mais prends-toi un associé qui va le faire à ta place. Prends-toi un salarié qui va le faire à ta place. Ou j'en sais rien, mais ne le fais pas. Ne prends surtout pas des cours pour essayer d'améliorer un de tes défauts. Ça servirait à rien. Si tu n'es pas bon à quelque chose, ne cherche surtout pas à le faire. Ne cherche pas à faire quelque chose dans lequel tu n'es pas bon ou pour lequel tu n'es pas fait. Fais quelque chose que tu aimes faire ou que tu es capable de faire. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais bon en fait. Tu vas juste arriver à gommer quelques-uns des défauts que tu vas avoir. Tu vas rendre plus digeste quelque chose qui est indigeste, mais qui sera quand même indigeste à l'arrivée. Donc là, pour moi en tout cas, l'erreur que je vois finalement, c'est que même ce moment-là où on a les mains dans le cambouis, enfin les mains dans les dents, mais tu m'as compris, et où on devrait passer un bon moment et rigoler, finalement, voilà, ça s'est fait en quelques secondes. Bon, ok, ça marche, c'est ok, mais tu ressors de là, tu te dis, oui, j'ai envie d'investir, mais je ne sais pas si tu le ressens, mais moi je le ressens, il manque un truc, quoi. Il manque l'envie d'investir. Et pour avoir envie, il faut donner envie. Et là, pour l'instant, il rentre avec l'intention, mais malheureusement, il n'a pas ce truc, il n'a pas ce comportement qui nous donne envie d'aller vers lui, en fait.
c'est le technicien, le savant fou qui fait les choses au fond de sa cave et à qui il manque malheureusement, c'est mon opinion, mais il manque ce petit truc qui lui permettrait de justement nous mettre du peps et nous attacher à lui directement. Bon, encore une fois, ça peut arriver. Moi, ce que j'essaye de te dire en tout cas, ce que tu dois retenir à ce stade, c'est que on a tous des qualités, on a tous des défauts. Il faut arrêter de croire que tu vas pouvoir transformer un défaut en qualité. Ça arrive, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, c'est possible, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais globalement, il vaut mieux appuyer sur ses forces et déléguer ses défauts que vouloir faire de ses défauts une qualité. Et là, clairement, il y aurait eu une deuxième personne à côté de lui qui aurait été là et qui aurait peut-être, tu vois, son fils, au lieu de le mettre dans une dent, parce que oui, je t'ai effacé le passage au départ, mais il a caché son fils dans une dent pour un peu faire de l'animation, il aurait peut-être mieux fait d'amener son fils avec lui et d'interagir avec son fils pour créer justement, eh bien, j'en sais rien, mais un côté un peu fun à cette présentation, parce que là, pour l'instant, pour moi, il manque quelque chose. Et alors, est-ce que ça donne envie? Bah, franchement, quand tu perds ta dent, t'es content de la recoller, quoi. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, de toute manière. Par exemple, quand on a un trou dans une dent, voilà, on prend le deuxième cas, le cas de l'arrache de dent. Donc, on a un trou dans la dent. Il faut d'abord, pour résoudre le problème urgent, la douleur, il faut boucher ce trou. Il faut boucher avec la douleur à l'intérieur. Donc, c'est le numéro 2 de mon petit lexique. On a comme une petite pâte à modeler. On va venir boucher son trou. Et là, votre Doliprane ou votre antalgique, une heure après, il sera efficace. Mais sans avoir bouché, vous pouvez prendre un antalgique toutes les heures, ça ne s'arrêtera pas. Il faudrait avoir ça dans sa pharmacie tout le temps, quoi. Voilà. Je découpe en deux le passage parce qu'ici, il y a deux choses qui m'attirent tout particulièrement. La première, c'est la remarque de Marc Simoncini qui dit naturellement, on devrait tout le temps avoir ça dans sa pharmacie. Cette réaction, elle montre que le produit amène un réel besoin. Maintenant, il y a un deuxième point qui, à force de l'écouter, parce que j'ai repassé plusieurs fois ce passage, me fait réfléchir, c'est le petit livret qui est à l'intérieur. Donc en fait, tu as une petite boîte, un petit livret, avec, dans le petit livre, en fait, finalement, toutes les démarches que tu dois faire avec les produits. Ici, regarde bien ce que je vais te dire, parce que ça va peut-être te surprendre, mais dans sa société, dans la société de ce chirurgien dentiste, dans la société qu'il est en train de nous proposer, ce qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est ce petit livre. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a tout le processus pour se soigner. Donc en réalité, tout le reste que tu trouves autour, tu peux le dupliquer. Donc tu achètes une seule de ces petites boîtes, tu récupères ce petit livre et en fait, son produit est reproductible, il est duplicable. C'est malheureux ce que je suis en train de te dire, mais la plus grande des valeurs ici, c'est son petit livre dans lequel il a mis le savoir qu'il a élaboré pour permettre à ces gens, toi, moi, nous, de nous soigner tout seuls. Et je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est à la fois troublant et dangereux. Parce que tu pourrais croire qu'il y a de la technicité sur les outils, tu pourrais t'imaginer plein de choses, mais en fait, non. Ça te montre déjà, que le savoir, c'est réellement une arme puissante quand tu sais t'en servir. Et 2, ça te montre que le danger dans une entreprise ne se situe pas toujours aux endroits où tu crois. Pourquoi ? Parce que le danger là, c'est que quelqu'un prend son bouquin, reproduit le process en modifiant simplement les outils, les machins, mais en gardant les gestes qui aujourd'hui fonctionnent, et il est mal le mec. Il est plutôt mal. Alors, j'ai pas de mauvaise intention, je t'incite pas à faire ça, mais je suis juste en train de te montrer que finalement, il dit que c'est certifié, à mon avis, il a fait tout ce qu'il fallait, c'est sûr, mais on n'est jamais à l'abri de rien et que ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir cette capacité à jauger de où se trouve la valeur. Et pour moi, la valeur, elle est dans ce petit bouquin. Et cette boîte magique, donc elle est à quel prix? Autour de 35 €, on va dire, en pharmacie. D'accord, donc ça correspond au panier moyen évoqué tout à l'heure. Ah oui, 35 €, donc pour faire 170 000 € de chiffre d'affaires, vous en avez vendu beaucoup quand même. J'ai vendu jusqu'à aujourd'hui à peu près 40 000 coffrets. En tout cumulé. Oui, Et ils sont fabriqués où? Comment? en Chine. En Chine? Oui, Ça vous coûte combien le kit à livrer Paris? 8 € à peu 8 près. € et vous le vendez une trentaine d'euros. 30-35. Alors, je le vends j'ai plusieurs canaux de distribution. Oui. Pour la pharmacie, je le vends à 11,50. 11,50, ah oui. Ah, pas très cher. Donc votre marge, vous la faites sur Internet? Sur le volume quand même, parce que je fais quand même de la marge sur chaque lot. En tout cas, on perd plus d'argent depuis 2017 et on est sur une courbe qui est constamment Et croissante. online, vous en vendez combien online par rapport aux pharmacies alors?
c'est négligeable par rapport aux pharmacies. Mais en fait, ce que là, la marge est ridicule. Si ça vous coûte 8 et vous le vendez 11,50, Oui. même avec les frais de vente, les machins, etc. enfin, Ouais, à la franchement, fin, il c'est, reste 2 euros. Oui, mais quand on commence un projet, bien sûr, c'est ce que j'ai voulu, le vendre à 17. Mais au début, quand vous lancez quelque chose, le vendre à 17, on m'a dit, monsieur, au revoir. Donc, il faut commencer par un prix bas, et puis pouvoir monter petit à petit, faire ses preuves, etc. Et puis, quand c'est demandé, là, on peut se permettre de parler prix et de rediscuter prix. La 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 la. Revirement de situation. Depuis tout à l'heure, j'étais perplexe par rapport à la personne qui, bon voilà, comme je te dis, un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un produit dans lequel tu ne peux pas nier l'utilité. Tu te dis, bon, voilà, je vais quand même investir, c'est bon, que manger. Si le mec, je peux pas le blairer. Non, mais je dis ça en rigolant, hein, c'est pour faire de l'humour. Je peux le blairer, il est très sympathique, mais voilà, pas te le redire, il est un peu froid. Mais tu te dis, bon, il est un peu froid, mais c'est comme ça, mais ça marche ton truc. Mais de l'autre, là maintenant, du coup, là, j'ai plus du tout envie d'investir, quoi. Parce qu'il travaille pour 3 euros, quoi. Il travaille pour 3 euros. Moi, je suis un homme de marge, je travaille pas pour 3 euros, c'est pas possible. Et là, on arrive à un point, mais alors, j'en ai rêvé, il l'a fait. On est vraiment dans les croyances. Parce que, tu l'as entendu, il a donné un raisonnement. Et je vais l'analyser, je veux qu'on en parle. Parce que son raisonnement, c'est ton raisonnement, c'est le raisonnement de tout le monde, on l'a tous eu à un moment donné dans notre vie. Et si là, aujourd'hui, avec le travail que je fais, je peux éradiquer ce raisonnement de merde, mais je vais le faire avec un grand plaisir. Mais on va commencer par le début. Donc, on commence par le début. Punaise de punaise, 40 000 coffrets vendus. Il faut quand même que tu réalises que s'il avait vendu ces coffrets en direct, il aurait généré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Sa vie aurait été complètement différente. Bon, il a choisi de les faire en Chine. Ça fait un peu tâche avec l'actualité que nous avons eue. Je pense qu'il a eu des petits problèmes de livraison. Mais tu m'as compris. Ça, c'est ses choix. Il a optimisé ses coûts. C'est comme ça. 8 euros livrés dans Paris. Quand tu vends à 35 euros, là, tu peux te frotter les mains. En temps normal, un bon entrepreneur se dit... Waouh, tout BZF, là sur un produit comme ça, il aurait dû se faire son million d'euros de CA, quoi. On en était là. On est à 1 80 000 euros marge brute avant impôt pour 1,4 million de chiffre d'affaires. Ça, c'est la réalité qu'il aurait dû vivre. Or, il a cru dans ses machins, on va en parler tout à l'heure, et il se retrouve avec un petit chiffre d'affaires à 140 000 euros. Alors, c'est pas exactement ça, il a donné ses chiffres tout à l'heure, mais avec ses 3,50 euros de marge, n'est-ce pas? On se retrouve avec 140 000 euros sur 40 000 coffrets vendus. Bref, on est à côté de nos pompes. Hein. Et là, on sort nos rames et on galère. Bref. C'est très dommage parce que tout ce que je suis en train de te dire, donc la vie qu'il aurait pu avoir, le million d'euros qu'il aurait pu faire, les 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires qu'il aurait dû générer, tout ça, ça ne tient qu'à une chose, ça s'appelle les croyances. Et les croyances, ça peut vraiment plomber ta vie. Parce que si tu crois à un truc qui est faux, mais tu penses que c'est vrai, bien tu vas faire comme lui et tu vas passer à côté. Et si tu crois à un truc que tout le monde te dit que c'est faux, mais qu'en fait c'est vrai, et puis que tu réussis, tout le monde va te dire ah ouais, mais t'as hérité, t'es chanceux, blablabla. Donc on va essayer de prendre point par point ce qu'il nous a dit et on va le démonter une fois pour toutes et jamais plus, bordel, je veux t'entendre parler comme ça. Quand on commence, oui, quand on commence? Quand on commence, on commence. Ça ne veut pas dire qu'on se sous-vend et ça ne veut pas dire que la valeur, elle est corrélée à l'état d'avancement de là où tu te situes. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit clair. Tu as le droit de commencer et de valoir très cher de la même manière que tu as le droit de commencer et de ne pas valoir cher du tout. Donc quand tu commences, certes, tu commences, mais ce n'est pas écrit sur ton front. Et tu fais ce que tu veux. Donc arrête de croire que parce que tu commences, les gens le voient. Personne ne le voit. Juste tu commences. C'est tout. Ensuite, au début, les gens m'ont dit non parce que mon produit n'était pas suffisamment demandé. Donc j'ai dû faire un prix bas pour amorcer la pompe. Non. La vérité, c'est que tu ne sais pas négocier. Et là, on touche à quelque chose qui est l'ego, qui est très personnel. C'est que plutôt que d'apprendre à négocier, ou plutôt que d'embaucher quelqu'un pour qui négocier, ou plutôt que de t'associer pour perdre un peu mais gagner de l'autre côté, tu préfères sacrifier ton prix pour valoriser ton ego. C'est-à-dire que au lieu, donc en gros je vais refaire l'histoire pour que tu comprennes, il est allé voir des gens, et comme il était au début, on lui a dit non, vous vendez trop cher, c'est non. Mais au lieu de dire attendez monsieur,
je l'ai vendu à un tel, à tel prix et ça marche, quitte à mentir pour amorcer la pompe. Oui, je suis en train de te demander de mentir. Non, ça n'est pas bien, mais tu commences. Donc après, il y a un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut bien commencer avec les armes que l'on a. Et si ça te gêne de mentir, mais ne dis rien en fait. Mais trouve une solution pour ne pas t'asseoir sur ta marge. Ta marge, elle te permet de vivre. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir fait ce qu'il a fait. Ça n'est pas d'arriver là et d'essayer de raisonner sur quelque chose sur lequel il n'y a rien derrière. Derrière, il dit quoi? Du coup, quand j'ai réussi à rentrer, alors que j'ai plus de marge et que je perds de l'argent, je peux montrer mes prix petit à petit parce que j'ai fait mes preuves et que maintenant mon produit est demandé. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Tu n'aurais pas de travail à côté, tu n'aurais rien fait. Ça n'est juste pas possible ce que tu dis. Là, on se retrouve du coup face à plusieurs problèmes en réalité. L'un qui est l'ego, le deuxième qui est qu'il a un travail à côté, donc du coup qui peut se permettre de perdre de l'argent, ce qui n'est pas normal non plus parce que si c'était son activité principale, il ne pourrait pas perdre d'argent parce qu'il en aurait besoin pour vivre. Du coup, il n'aurait pas pu se rationaliser le soir en se disant « Oui, j'ai accepté de perdre de l'argent parce que tu comprends, je suis au début donc je dois faire mes preuves. » Mais n'importe quoi! Ça n'a aucun sens. Jamais de ta vie, une fois que tu as écouté cet épisode, tu te dis ça en fait. Tu dois gagner de l'argent pour vivre. Qui travaille pour perdre de l'argent? Personne. Personne en fait. Les seuls qui, et encore c'est pas vraiment vrai, mais qui n'ont pas de rapport avec leur argent, c'est l'État. C'est les agents d'État. Eux, ils n'ont aucun rapport avec l'argent en fait. Pour eux, l'argent, il tombe du ciel, littéralement, puisqu'ils le prennent à ceux qui travaillent. Excuse-moi si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Les gens dans l'administration n'ont pas un rapport financier normal avec l'argent. Ils n'ont pas un rapport de « je dois en gagner » pour pouvoir en avoir. Pour eux, cet argent vient de nos impôts et donc du coup, qu'ils fassent bien ou mal leur travail, ils sont payés pareil parce qu'ils sont dans l'administration. C'est tout. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'eux, on a besoin d'eux. Je dis juste qu'il n'y a pas cette relation de « je dois absolument être rentable parce que sinon, je perds de l'argent et si je perds de l'argent, je ferme. » Mais dès l'instant, et c'est là que ça devient amusant d'ailleurs le parallèle que je suis en train de faire, regarde, dès l'instant qu'il n'y a pas ce rapport à la chose, finalement, dès l'instant que tu retires de l'équation le côté « si je ne suis pas rentable, je meurs », ce qui est le cas de ce chirurgien, eh bien regarde, on se retrouve dans des situations grotesques. C'est grotesque en fait. On a un mec qui te montre un raisonnement qui, et c'est ça qui est ouf en fait dans cette histoire, c'est réel pour lui. C'est-à-dire que son raisonnement pour lui, il est vrai. Il est en train de te montrer qu'il y croit en son raisonnement pourri là. Sauf que ce raisonnement n'est pas vrai du tout en fait. Il est juste là pour justifier des actions illogiques qu'il a menées pendant des années et qui l'a conduit à une situation où il se retrouve avec une société qui n'a pas de marge. Mais là, je te le dis, hein, depuis le début en fait, j'étais dans l'envie d'investir avec ce côté, comment je dirais, réfractaire dû au tempérament du bonhomme. Ben alors là, je peux te dire, j'investis pas du tout. C'est pas possible. Tu arrives là, mais ça va pas du tout en fait. Il est là, il n'a pas de marge. Et là, tu peux rien faire et rien dire. En fait, ta société se construit de la manière dont tu l'établis au départ. Donc, si tu commences avec une entreprise qui n'a pas de marge, c'est OK, hein, c'est possible hein, de choisir cette stratégie-là. Sauf que tu vas devoir construire une entreprise là-dessus. Et là, en fait, il faut énormément de capitaux. C'est dur à construire des entreprises avec une petite marge. Bref, c'est pas mon dada à moi, mais ce que je veux, en tout cas pour toi, et c'est ce qui est important ici à mes yeux, c'est que tu repartes en te disant il n'y a jamais aucun raisonnement qui se tient et qui vaille la peine d'être tenu dès l'instant que tu ne gagnes pas d'argent. Tu vas me faire plaisir une bonne fois pour toutes, c'est que si tu ne gagnes pas d'argent, soit tu arrêtes et tu passes à autre chose, soit tu règles ton problème, mais tu le règles dans l'autre sens, tu te mets à en gagner beaucoup. Mais dans tous les cas, tu ne continues pas ce que tu fais si tu ne gagnes pas d'argent. Ça n'est pas normal et ça veut surtout dire que dans ton équation de vie, il y a quelque chose qui se trouve au milieu qui ne devrait pas y être. Je répète parce que c'est important, dans ton équation de vie, il y a un élément qui te permet d'accepter le fait de ne pas gagner d'argent, mais cet élément-là ne doit pas figurer dans ton équation. Donc tu me l'éjectes et tu me changes tout ça parce que ça m'énerve profondément. Alors ces 300 000 euros, vous comptez en faire quoi? Voilà, l'idée, c'est quand rien que sur le marché français, on a de quoi développer déjà avec des nouveaux distributeurs. On prend Monoprix par exemple, ou les Leclerc ou le Vieux Campeur. On retrouve toutes sortes de choses dans leur rayon. Et pourquoi pas ce kit-là, personnalisé pour chaque franchise, etc. quoi. On est sûr du nom dont tu passe, tout ça, on est sûr. Hein. Ouais, pas terrible, hein. Je suis ouvert à tout, on peut tout changer. Vous avez fait une recherche sur le nom un peu? Vous avez réfléchi au nom? Non. Non, comme ça, c'est un matin, vous avez dit... Non, je me suis pas levé. Non, on m'a donné l'idée. J'ai trouvé Danta, Comme passe. ça, quoi. On y va. On s'est dit, on y va.
Mais là, on voit qu'on est vierge de marketing, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez un produit, vous avez fait la démonstration que ça fonctionne, et après, il faut ajouter la surcouche de marketing qui va permettre d'envoler. Le marketing dans les produits de santé, c'est chaud, quoi. Ça restera une trousse pour les urgences dentaires, mais on peut la maquiller comme on veut. Bon, je t'épargne le silence gênant qui a suivi le dernier mot de notre cher et tendre chirurgien. On va commencer par étapes et par ordre de ce qui vient d'être dit très rapidement. Alors, les 300 000 € pour aller sur de nouveaux distributeurs et personnaliser à chaque fois la boîte, incohérent. Je te le dis, ne fais pas des trucs comme ça. Tu as fait une boîte, pourquoi tu devrais la refaire? Pourquoi tu devrais payer pour aller dans des distributeurs? Alors, je comprends qu'il demande de l'argent pour qu'on rentre dans son entreprise puisqu'elle en gagne. Entre grandes guillemets, bien évidemment, après ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on ne va pas revenir sur l'histoire de la marge, hein, tu es bien d'accord avec moi, elle en gagne trop peu, mais elle en gagne. Mais là, la réponse ne me satisfait absolument pas. Tu ne peux pas dire ça. Il vaut mieux que tu dises les 300 000 € vont me servir finalement à faire le marketing que je n'ai pas fait, sur lequel ils l'ont taclé forcément, que d'aller là-dessus. Même si, comme je te l'ai toujours dit, prendre de l'argent pour faire du marketing, c'est pas possible. Là, on le sent bien, il y a un malaise en fait. Alors, on voit bien que le truc fonctionne, qu'on est sur du fonctionnel, que c'est de la santé, donc on sait que ça marche et que ça peut marcher, mais on est en face de quelqu'un qui est ultra malléable parce qu'il a complètement conscience que, bon, il a fait ce qu'il a pu, que ça fonctionne aujourd'hui, mais qu'il y a de grosses lacunes et il veut venir les combler avec des gens qui ont la capacité de les lui amener. La démarche, elle est saine en plus, j'ai rien à dire. Il a eu raison de faire ça parce que finalement, sa présence ici, elle montre qu'il est dans finalement le désir de prendre un virage pour améliorer sa situation. Sauf que là, il y a un gros boulot en interne à faire et pour moi, avant même de venir chercher un associé comme cela, il y aurait eu matière à aller peut-être chercher un associé indépendant pour lui, je veux dire, de sa région, avec qui il développe ses produits et qui vienne à ce moment-là avec un associé qui lui apporte cette partie marketing qu'il n'a pas et tout ce qui va lui manquer. Moi, là, je suis carrément plus emballé. Bon, depuis qu'il y a eu la marche tout à l'heure, je suis plus emballé, mais ça ne me va pas. Après, vierge de marketing, non, il n'y a rien. Et puis, en fait, si tu veux, prends note, finalement, tu vois, de ce pitch, parce que c'est une accumulation, en fait. C'est pas parce que ça avait mal commencé que ça allait mal terminer. Et je pense qu'il a eu plusieurs fois, d'ailleurs, dans son pitch, l'opportunité d'inverser la tendance. Mais en fait, c'est à lui qu'il manque ce truc. Et en même temps, il l'a. C'est hyper paradoxal cette situation. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est-à-dire que d'un côté, il a le produit, il a la connaissance technique, il a tout ce qu'il faut. D'un autre côté, il a cette espèce de froideur qui te rebute un petit peu, mais c'est pas méchant, faut pas qu'il le prenne mal s'il l'entende. Et en même temps, il a cette qualité d'entrepreneur de passer à l'action et d'avancer. Je suis embêté parce que le produit me plaît, etc. Mais je suis gêné aux encolures. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Là, encore une fois, la réponse des 300 000 € ne me satisfait pas du tout. La marge ne me satisfait pas. Le personnage me dérange. Pas méchamment, encore une fois, parce que c'est une personne que j'apprécie en tant qu'être humain, mais je veux dire, cette froideur qui dégage me gêne un peu. Donc finalement, ça fait beaucoup de gêne qui s'additionnent et qui m'amènent à ce ressenti de me dire, personnellement, je n'y vais pas. Donc voilà, après tu vois les réactions des investisseurs qui eux aussi ressentent un petit peu. Je vais voir ce qu'ils vont dire. Je pense que malheureusement, je ne les vois pas y aller. Pas parce que je n'y vais pas, mais parce que je pense que comme moi, ils ont constaté. En tout cas, pour moi, la marge, ça a été rédhibitoire, ça a été terminé. Tu as vu, ça m'a excité. Et là, les 300 000 €, ça me convient encore moins. Donc pour moi, je ne vois pas où le projet nous amène, quoi. Je pense que ça va être compliqué pour vous, personnellement. C'est un milieu difficile, le milieu des affaires. Et par expérience, c'est très difficile pour les avocats, les médecins qui ont lancé des projets entrepreneuriaux parce que vous avez une éducation très scolaire en tant que médecin. On vous a appris à rentrer dans les cases. Et là, vous allez arriver dans un monde de requins. Et tous les avocats qui ont essayé de lancer des business et qui n'ont pas arrêté leur profession d'avocat, ils n'ont pas réussi. Idem pour les médecins. Les marges me paraissent extrêmement faibles. Je ne vois pas comment le business peut tenir. Il n'y a aucun aspect marketing. Il n'y a pas de marque. Et c'est justement par la marque que vous pourriez leur proposer un produit un peu plus cher. Parce qu'il n'y aurait pas juste un produit, il y aurait une histoire derrière, il y aurait des réseaux sociaux. Et là, vous arrivez avec un produit qui est vraiment pas sexy. Vous le présentez d'une manière très médicale, très froide. Vous n'êtes pas très souriant, ça fait très dentiste. Ça donne pas envie de rejoindre une aventure.
Donc, pour ces raisons, je vais pas y aller. Il a été vache, il a été sec, il a été sévère, mais réaliste. J'aurais pas mieux dit. Je ne savais pas ce que vient de dire Anthony. Je ne savais pas que les médecins, avocats ne réussissent pas. J'ai un bémol que je vais amener sur la partie requin. Je pense effectivement, je partage avec lui exactement tout ce qu'il a dit. Juste quand il dit vous arrivez dans un milieu de requins, je dirais qu'il arrive dans une guerre anarchique. Alors tu vas me dire c'est pareil une guerre Nicolas, mais en fait c'est une boucherie où l'anarchie et où la méritocratie ne fonctionne pas forcément et où c'est même pas forcément le plus fort qui gagne ou le plus riche etc. Mais où c'est une guerre avec une anarchie complète qui règne, l'entrepreneuriat, et où finalement c'est celui qui va avoir à la fois la stratégie qui s'adapte le mieux à sa situation, à la fois tout un tas d'autres éléments qui vont se compléter, qui va lui permettre de s'en sortir haut la main. Il faut de la détermination, il faut tout un tas de trucs. J'aurais pas mieux dit que ce qu'a dit Anthony, très sincèrement, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Maintenant voilà, de requins, non, parce que on se bouffe pas forcément les uns entre les autres. Maintenant c'est certain que voilà, c'est sur les mots, mais bon, je suis globalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vrai que malheureusement, cette précision sur laquelle on n'a rien à redire et ce qui fait que son produit, on ne peut que constater qu'on en a besoin, elle est complètement entachée par l'aspect de exactement ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'histoire, tu te dis, moi qu'est-ce que je vais faire là-dedans quoi. Et puis en même temps, tu te dis, je vais devoir manœuvrer ce gars-là, et je vais devoir rentrer avec ce mec-là et je vais devoir lui expliquer que c'est ce qu'il faut faire, alors que lui il va me dire, ben non, c'est un peu raide quoi, tu vois. Et c'est ça aussi l'association, c'est de se dire, est-ce que je vais trouver ma place avec les personnes avec lesquelles je vais me mettre? Est-ce que je me sens pendant un temps donné d'être assis à côté de cette personne-là et d'échanger avec? Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est à toi que je m'adresse. C'est valable pour toi. Parce que, tu le sais, hein, je le répète depuis que je fais les qui veut être mon associé, tu vas devoir t'associer. Donc, tu vas devoir la vivre l'aventure et pas tout seul. Donc là, tu vas devoir te mettre à côté de ce gars-là. Encore une fois, il est sûrement très gentil dans la vie et tout, etc. Mais comme il l'a dit, il sort d'un cadre. Il est dans un cadre. Et moi, j'ai pas envie qu'il me l'impose, son cadre. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Allez, on écoute les autres. Moi, j'ai juré que je faisais plus jamais de ma vie de la santé. J'ai fait des lentilles, j'ai fait des centres d'ophtalmo. Moi, la santé, les médecins, la sécu, les marchés régulés, les autorisations de mise sur le marché, c'est plus pour moi. Alors là, pour le coup, j'ai plus du tout l'énergie ni la force. Mais vous avez un marché, vous avez un super truc, vous l'avez fait, ça existe, vous en vendez pas mal. Moi, si j'étais vous, je continuerais comme vous faites. Franchement, c'est super ce que vous avez fait, 40 000 kits, peut-être vous allez en faire 80 000 dans 2 ans. Pourquoi vous voulez devenir un entrepreneur, courir partout, alors que ce que vous avez dans les mains est plutôt pas mal? Il faudrait tellement reprendre de choses, tellement rechanger de choses, je pense que le jeu, on ne vaudrait pas la chandelle. Donc je passe. Bon, alors là, les jeux sont faits. Il a tout fait, ce Marc. Je savais même pas qu'il avait fait tout ça, c'est ouf. Note une chose quand même, il est allergique au marché régulé, il est allergique à l'administration française. Mais bon bref, je dis ça en rigolant, c'est de l'humour, ça je le sais pas pour la deuxième partie. Mais les marchés régulés, ça ne l'intéresse pas. C'est quand même un point intéressant parce que ça veut dire que c'est un marché où il n'y a pas les gros comme lui. Donc ça, pour moi, ça dénote quand même d'une opportunité de marché. Je trouve intéressant le conseil qu'il lui donne, dans le sens où il lui dit, écoutez, gardez ce que vous avez, vous verrez bien où vous allez, pourquoi vous voulez être un entrepreneur. C'est vrai aussi, je veux quand même que tu l'entendes. Tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur, tu n'es pas obligé. Tu peux très bien, je veux dire, ce médecin-là, s'il fait ça à côté de son activité, crois-moi, bon ben voilà, ça l'occupe, il a quand même, à mon avis, une belle marge de revenus dans sa vie, ça doit rouler pour lui. Donc je veux dire, pour moi, il n'y a pas de souci en soi. Maintenant, le fait que Marc ait dit ça, à mon avis, il n'y a personne qui va financer sa boîte, j'en suis quasiment certain. Anthony et Marc, Anthony l'a bien cisaillé, Marc l'a fini de l'achever. Pour moi, ça va s'arrêter là. Mais, je veux que tu notes qu'il y a une chose que tu dois bien comprendre, c'est que les opportunités sont parfois là où les gens ne veulent pas aller. Et le fait que des gros comme Marc, et ça ne doit pas être le seul, quand tu es gros comme Marc Simoncini, quand tu es gros comme
même ceux qui sont là, et que tu ne veux pas rentrer sur des marchés régulés parce que c'est compliqué, etc., ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme lui. Ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de marché qui existe encore plus et que si tu veux vraiment faire du pognon, pour toi, ça peut être un boulevard. Et d'ailleurs, c'est une réalité, hein. Il faut de tout pour tout le monde et il y a des gens qui se débrouillent très bien avec, avec des autorités régulées en face d'eux, avec des personnes qui sont là pour, entre guillemets, les contraindre à se plier à certaines règles, à un certain formalisme qui correspondent. D'ailleurs, la preuve, voilà, on a des docteurs, on a des médecins, il y a bien des gens qui sont faits pour ça. Donc, encore une fois, voilà, ne crois pas que parce que ici, on analyse et on se retrouve avec des gros investisseurs qui disent « Non, j'y vais pas, c'est trop compliqué », que tu ne dois pas y aller. Bien au contraire. Bien au contraire. Think outside the box. Là, ça le montre. Moi, je veux dire, pour moi, il y a une opportunité de dingue. Maintenant, Marc l'a très justement dit. Et quand, comme tous les hommes d'affaires, tu as déjà des choses sur le feu, tu vois une opportunité, mais tu te dis, tu vois exactement tout ce qu'il y a à faire pour arriver au niveau où tu veux arriver. Des fois, tu te dis, non, je ne peux pas gérer ça en plus d'autres choses. Et il faut être capable de se dire, je ne peux pas endosser cette responsabilité en plus de celle que j'ai déjà. Je pense qu'il faut savoir se le dire et il faut savoir prendre les décisions qui en découlent. Et là, très clairement, Marc a suivi le conseil que je suis en train de te donner. Moi, je crois que dans la vie, on peut tout faire. Et je pense qu'on peut être dentiste ou avocat et devenir entrepreneur, puisque moi, j'étais avocate et puis j'ai repris l'entreprise de mon père à son décès. Donc, je pense que tout est possible. Après, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit ancré au fond de vous. Parce que pour être entrepreneur, il faut être passionné. Et quand je vous écoute, vous êtes passionné de votre métier, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'entrepreneuriat qui soit ancré en vous, puisque votre entreprise, vous l'avez faite parce que vous êtes parti du constat que vos patients souffraient. Et je pense que votre ADN, ce qui vous fait vibrer, c'est plus de soigner les gens que... Puis sincèrement, c'est plus noble que de faire des additions et compter les boîtes que vous vendez. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que vous ne devriez pas, mais ça c'est mon conseil et je peux me tromper, vous ne devriez pas troquer votre métier qui visiblement vous fait vibrer, que vous aimez. Vous avez inventé ça, c'est super. Et essayez de trouver quelqu'un qui vous le commercialise bien. Prenez un royalty dessus, quelque chose, ça vous fera une rémunération complémentaire. Et continuez à exercer votre métier parce qu'on a besoin de dentistes. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je passerai. Il est hyper intéressant le contre-avis de Delphine parce qu'il te montre qu'en réalité, tu ne peux pas faire les choses que par passion. Il y a un ADN profond et je trouve l'analyse pertinente quand elle dit « Vous êtes médecin, vous soignez vos patients, continuez de les soigner, c'est ça votre truc. Vous avez effectivement fait l'analyse qu'il manquait quelque chose sur le marché, mais vous n'êtes pas obligé, comme je répète, je fais la dictée là, mais on n'est pas obligé de troquer son tablier de médecin contre celui de comptable. Après, attention, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la comptabilité. Je pense qu'elle a très, très bien parlé en disant que il faut être amoureux de l'entrepreneuriat dans sa globalité. Être entrepreneur, ça n'est ni plus ni moins qu'être d'abord complètement libre de ses journées, mais aussi construire la vie que l'on souhaite. Et si ta passion, c'est de soigner les gens, tu soignes des gens. Il n'y a pas de révolution pour l'instant à ce niveau-là. Et je pense que voilà, c'est exactement ce que je dis depuis le départ. Ce que toi, tu dois bien comprendre derrière ce que dit Delphine et que tu dois adapter, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te touche réellement, qu'est-ce qui te plaît. Et entre nous, il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu peux pas avoir de l'argent. Si tu aimes l'argent, tu as le droit d'aimer l'argent. Moi, il y a quelque chose que je veux quand même dire, quand même important. Pour moi, être entrepreneur et aimer l'argent, dans le sens où on se dit je suis entrepreneur pour avoir de l'argent et j'agis en tant qu'entrepreneur en fonction de mes résultats financiers, c'est certes l'approche la plus simple qui existe au monde, mais c'est sûrement la meilleure. Et là où elle veut en venir, et c'est ça le parallèle où je veux t'emmener, c'est que si ton ADN c'est de soigner, ton ADN c'est pas d'avoir de l'argent. Or là, quel est le truc qui nous a tous fait tiquer? C'est sa marge. Moi, direct, quand il a dit ça, je ne m'en rappelais plus d'ailleurs, tu vois. Ça m'a choqué en fait. Je ne travaillerai pas s'il n'y a pas de thune à la clé, quoi. C'est pas possible. Et lui, il n'est pas sensible à ça. Lui, il veut
régler le problème de douleur de ses patients. Il n'y a pas de notion financière derrière ce truc-là. Après, là où je peux avoir tort, c'est qu'il a le droit d'aimer l'argent et qu'il n'en a pas parlé et qu'il peut être timide et que blablabla, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas perçues, je n'ai pas la science infuse. Il y a plein d'éléments qu'on ne voit pas dans ces émissions et comme je te le dis, à mon avis, les pitchs sont même coupés, donc il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais, au demeurant, ce que dit Delphine est quand même un point important, c'est qu'on a tous un ADN profond. Et moi, j'ajouterais que si tu veux être entrepreneur, crois-moi que la question financière, elle est au cœur de l'entrepreneuriat. Et que les entrepreneurs les plus heureux, en tout cas c'est ce que moi je crois, et je peux me tromper, mais c'est ce que je crois, mais je pense que les entrepreneurs les plus heureux, ils ont comme boussole dans leur fort intérieur ou dans leur cœur comme thermostat, l'argent. Et pour moi, c'est très simple en fait. Soit je gagne de l'argent et je continue, soit j'en gagne pas et je fais autre chose. C'est comme ça que je fonctionne. Et je trouve que c'est comme ça que tu devrais fonctionner parce que ça te permet de prendre les bonnes décisions. Si tu fais quelque chose et que ça ne gagne pas, eh ben t'arrêtes. Si tu fais quelque chose et que ça gagne beaucoup, ben tu continues très fort. Point à la ligne. Je vais vous dire, d'abord, en ce qui concerne effectivement donc, votre volonté de devenir entrepreneur, moi je trouve ça donc extrêmement respectable. Vous sortez de votre zone de confort, vous avez une idée, vous voulez aller au bout de l'idée, et 40 000 coffrets, c'est quand même un succès qu'on peut saluer. Ensuite, je pense que vous avez fait une erreur. Vous avez aujourd'hui en fait compensé un manque de marketing par une politique agressive de prix. Mais ça, c'est pas tenable dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut, c'est créer effectivement donc, du marketing qui valorise votre produit, qui permet d'avoir des bonnes marges pour ensuite pouvoir continuer donc, à investir. Avec le système que vous avez adopté, vous êtes quasi condamné d'avance. Et en plus, vous voulez beaucoup d'argent pour faire on ne sait pas quoi. Et c'est là qu'on voit votre limite. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes venu avec une conviction, une vision, un intérêt personnel, vous pensiez qu'on allait spontanément y adhérer et en fait ça n'a pas été le cas, et derrière vous n'aviez pas vraiment les armes, la stratégie, les éléments pour nous convaincre. Voilà, donc moi je ne pourrais pas investir malheureusement avec vous. Hey, je l'aime bien moi Jean-Pierre, là il vient de te donner une leçon. Alors, on va résumer. D'abord, là, ce que j'ai pas dit tout à l'heure avec Delphine et que Jean-Pierre rappelle et qu'il a raison de rappeler, le paradoxe ici qui met mal à l'aise tout le monde, c'est que 40 000 coffrets, attends, c'est pas rien, il y a une réussite quelque part. On ne peut pas nier la réussite de ce garçon, elle est certaine. Et je ne peux pas non plus passer toute une émission à dire il est froid, mais il est bon. Il est précis, il est chirurgical dans tous les sens du terme. Il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Maintenant, Jean-Pierre met le doigt, mais alors, je ne l'ai pas fait et je le salue de le faire à ma place. Il met le doigt sur un point pour lequel nous, les Francesco, les Français, on est très mauvais et pour lequel les Américains sont très bons. Et qui explique, mais alors, à 1000%, d'abord, tous les échecs de nombre d'entrepreneurs dans ce pays, mais aussi tous les problèmes de nombre de personnes avec l'argent. Bref, écoute bien, je vais t'expliquer, c'est très facile. En réalité, quand tu es entrepreneur, tu as effectivement plein de possibilités. Tu es libre, comme je disais tout à l'heure. Tu es libre de créer la boîte que tu veux, sur le système que tu veux, de la manière dont tu veux, enfin tout ce que tu veux. Mais il va se poser à un moment donné la question du prix. Et ce que les gens ne comprennent pas avec le prix, et l'erreur que font énormément d'entrepreneurs, que je vois encore aujourd'hui qu'ils font avec les prix, c'est qu'ils vont rentrer dans des politiques de prix agressifs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans ce que moi j'appelle des guerres de prix. Mais quand tu rentres dans une guerre de prix, ça ne s'arrêtera jamais. C'est à celui qui va aller le plus bas et finalement c'est à celui qui est capable de perdre de l'argent au bout du compte. C'est une guerre que je ne te souhaite pas et que je ne souhaite à personne. Et c'est une guerre qui est lié 100% à une incompréhension de la plupart des personnes par rapport à tout ça. C'est justement que le marketing sert à ça. En France, le marketing, on a presque l'impression que c'est un gros mot. Mais s'il y a un bon marketing, comme vient de le dire Jean-Pierre, ça justifie d'un prix élevé qui permet d'avoir de la marge, qui permet d'aller chercher le développement de ton entreprise, qui permet de grossir, etc., etc., etc. Finalité, je ne veux pas que tu crois que je suis un donneur de leçons, mais je voudrais que tu comprennes une chose, c'est que personne ne nous apprend le marketing dans ce pays, personne ne nous apprend à vendre. Comment tu veux y arriver si tu ne prends pas le taureau par les cornes et si tu ne te formes pas à tout ça? Et quand je dis te former, je ne te dis pas de prendre une formation chez moi parce que je ne vends pas ce genre de formation. Je ne te dis pas de prendre une formation chez quelqu'un parce que je n'ai personne à te recommander. Non, je te dis simplement, lis des livres, agis pour améliorer ton marketing, pour ne serait-ce qu'en avoir un. Parce que si il doit y avoir une leçon que tu dois tirer de cette émission, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a ici un chirurgien qui a tout pour réussir mais qui n'a pas de marketing. Et il a tellement pas de marketing qu'il s'est auto-sabordé et qu'il s'est foiré tout seul.
c'est quand même hyper dommage d'avoir tout réussi, y compris de vendre et d'avoir un produit qui marche, etc. Le truc le plus dur à faire, et de te viander sur un machin où tu aurais lu 7, 8 bouquins, allez 10 bouquins, tu aurais travaillé le sujet, et il en est capable en plus. Et l'histoire, elle se passait différemment. Ça ne tient à rien d'autre. Donc s'il te plaît, lis des fucking bouquins. S'il te plaît. Parce que ça va me mettre en colère et que c'est pas bon pour mon cœur. Bon, sur l'aspect entrepreneur, dentiste, je pense qu'on ne peut pas mettre les gens dans des cases et a priori, je vois pas pourquoi vous pourriez pas devenir entrepreneur. Il y a 2 problèmes majeurs que je vois. Le premier, c'est que, sincèrement, dans ta passe, c'est un naufrage marketing. Faut changer. Dans ta passe, ça fait pas du tout rêver. En plus, on comprend même pas. On se dit c'est un abonnement pour quelque chose. À mon avis, il faut revoir complètement le packaging, les couleurs. Il faut avoir sur des codes. Et surtout, la prochaine fois que vous faites ça, ne venez pas avec la dent gonflable. Pourquoi? Parce que là, on est sur le Cro-Magnon du marketing, quoi. Alors c'est sympa, hein. Bah oui, pour les En fois. plus, c'est votre fils, mais en marketing, là, vraiment, ça fait mal aux dents, quoi. Bon, mais j'entends en tout cas. Et le deuxième problème, c'est les marges. Ça me paraît hallucinant que vous faites quelque chose qui vous coûte 8 € et vous le vendez 11 €. Et comment vous pouvez vous en sortir? Il faut absolument vendre ça en ligne. Oui, parce c'est que l'intérêt. Et on vend à 30 €. Vous demandez 300 000 €. Je ne comprends pas en fait la somme qui me paraît beaucoup et qui du coup rend complexe la décision d'investissement. Parce que là, c'est quand même un montant qui est important. On n'est pas très clair sur ce qu'on va pouvoir en faire. Donc la proposition de valeur, elle est compliquée. Mais après, je pense que vous avez quand même réussi à créer un produit qui, a priori, n'existait pas. Et vous avez réussi à le commercialiser. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Effectivement, on peut se dire, bah tiens, avoir un kit dentaire, pourquoi pas, l'acheter, etc. Je pense que vous demandez trop d'argent. Et c'est pour cette raison-là que je vais passer. Entendu. J'ai pas d'échec aujourd'hui parce que votre retour, ça me fera avancer dans tous les cas de figure. Bien sûr. Franchement, votre truc, il marche. Et à mon avis, vous allez pouvoir l'améliorer avec les conseils qu'on vous a donnés, parce que clairement, votre truc, faut pas lâcher l'affaire, c'est pas un truc débile. Je pense que ça va fonctionner. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. 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 Au revoir. Alors, je sais pas si tu remarques, mais plus on avance et plus ça s'améliore. Et en regardant cette émission, alors je t'avoue que j'ai un peu écouté la suite, là, je te le dirai après. On va finir avec un truc que je suis en train de réaliser qui est vraiment pas mal, enfin intéressant, je trouve. On va en parler après. Donc, naufrage marketing des Dixit Eric, tant sur le nom que sur la marge, et incompréhension autour des 300 000 €. On en a déjà parlé. Effectivement, ces 300 000 €, moi tout à l'heure, quand il m'a dit pour rentrer dans la distribution, enfin payer pour être vendu, j'avais jamais entendu ça. Très étrange. Définitivement, j'ai pas tout compris. Mais bref, c'est pas grave. Par contre, effectivement, Eric dit, on va pas vous mettre dans une case. Vous êtes capable, ne lâchez pas le morceau. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le plus rageant, sans faire de mauvais jeu de mots dans cette histoire, c'est qu'il a fait le plus dur en fait. Il a fait le plus dur et il s'est juste complètement sabordé sur plein de détails qui font qu'aujourd'hui, ils sont tous hyper gênés. Moi, je vois un Eric qui a envie d'y aller. En fait, là, je le sens. En fait, je sens qu'il a envie de faire une proposition. Et tu sais quoi, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a envie de faire une proposition financière très différente de celle qui a été faite. Sauf que, ça va me permettre de faire un parallèle avec l'immobilier complètement inattendu, la proposition que Eric doit avoir en tête et le prix demandé par le chirurgien dentiste sont tellement éloignés que Eric a préféré ne rien dire parce qu'il s'est dit « je vais le vexer ». Et là aussi, on va toucher à un point qui devient très intéressant définitivement dans cette émission, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? J'aimerais vraiment, on va en reparler là, je vais te passer de l'autre passage et on va en reparler. J'aimerais vraiment que tu te poses la question quand tu mènes une action, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce qu'il y en a marre de voir des mecs qui vendent de l'immobilier et qui en veulent le plus cher possible et qui finissent par rien avoir du tout. Il y en a marre de voir des mecs qui veulent devenir riches rapidement et qui finalement se plantent 2-3 fois et qui en voulant prendre des raccourcis se rallongent le trajet. Il y en a marre de pas vraiment savoir ce que tu veux en fait. Parce que là, en définitive, notre chirurgien, il se barre, la queue entre les jambes, sans mauvais jeu de mots, et il n'a rien en fait, alors qu'il aurait dû avoir, parce qu'il avait tout.
Et même si le chantier est énorme, il y avait dans le lot là au moins un investisseur qui était capable de l'aider et de l'aider même à minima en disant ok, je mets des parts mais je vais pas beaucoup t'aider mais un petit peu suffisamment pour qu'on passe un cap mais tu vas devoir te démerder, enfin encadrant le truc, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives et tu dis bon, je viens un petit peu par-ci, un petit peu par-là, je serai pas très présent mais en même temps ton projet il y a tellement de taf que si tu m'écoutes tu vas vite passer les échelons, tu vois. Parce que c'est le genre de projet où s'il avait été raisonnable, il aurait eu quelqu'un à côté de lui et en fait il aurait gagné tellement plus. Écoute là ce que je vais te mettre et tu vas comprendre où je veux en venir. C'était pas facile pour lui. Hein. Non, mais il y avait un problème d'ajustement entre la somme qu'il demandait et la réalité de ce dont ça, il a c'est clair. besoin. Parce que, à mon avis, s'il avait demandé 50 000 euros, Qui les aurait mis? moi je pense que moi 50 000, je les aurais mis. parce que je pense que son truc, ça fonctionne. Mais là, 300 000, 300 000, c'est c'est beaucoup trop du et il n'a pas besoin de 300 000 euros pour réussir. Il y a un petit peu de déception, bien sûr. Peut-être que j'aurais dû demander moins, de façon à avoir un investisseur et de pouvoir passer la vitesse supérieure. C'est vrai que mon côté scientifique a pris peut-être trop le dessus sur l'aspect financier, mais voilà, je le prends pas mal du tout. J'ai bien pris note de leurs remarques. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un feedback de tout ça. Je retiens pour la suite. Non mais tu réalises, elle est magique cette émission, mais tu entends ce qui vient de se passer là? Eric dit, s'il avait demandé, allez, 50 000 balles, j'en étais. Est-ce que, mais vraiment, là, mais j'en aurais rêvé, je l'aurais pas eu en fait. J'ai une occasion en or de te faire passer un message qui a une valeur énorme. À ton avis, combien a perdu notre chirurgien ici? Combien il a perdu? Est-ce que seulement tu as une notion de ce dont je suis en train de te parler? Ça veut dire que s'il avait demandé moins, au moment où on est en train d'écouter, d'analyser cette émission, toi et moi, eh bien, il aurait un investisseur avec lui. La question que j'ai à te poser, elle est déterminante. Combien tu perds à chaque fois que tu ne mènes pas un projet? Qu'est-ce que tu perds en fait en réalité? Et ça, tu peux te le dire pour plein comment dirais-je, d'opérations que tu as ratées dans ta vie en fait. Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu à ne pas avoir mené le projet dans les conditions dans lesquelles tu l'as refusé. Ici, son entreprise, elle aurait peut-être rajouté un zéro s'il avait eu un investisseur qui rentrait avec lui. Ici, sa société, sous 3 mois, elle changeait peut-être totalement d'aspect s'il avait eu un des investisseurs qui était rentré avec lui. Aujourd'hui, ce qu'il a perdu est incalculable. Pourquoi? Il l'a dit lui-même, pour son côté rationnel. Mais en fait, je l'ai réalisé sur la fin de cette émission, mais quand les mecs demandent un chiffre, en fait, c'est de l'ego. J'étais en train de me l'écrire parce que j'avais envie de me l'écrire. C'est pour ça que le stylo est tombé. C'est de l'ego en fait. Le chiffre qu'il a annoncé, c'est juste de l'ego. Il a calculé ça de son côté à lui, sans se dire que peut-être il aurait intérêt à lâcher de l'argent pour avoir en échange quelque chose qui a une plus grande valeur. Et regarde, on croirait que c'est fait par le destin. Qu'est-ce qui, à ton avis, a le plus de valeur dans son produit? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est son livre. Et qu'est-ce qui, pour lui, a, à mon avis, le plus de valeur dans son produit? C'est sûrement les ustensiles et les accessoires. Ça te montre qu'il y a un problème d'évaluation de ce qui compte réellement, de ce qui ne compte pas. Les gens ne comprennent rien à la valeur des choses. Ils ne comprennent pas ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'hallucine. Et je vais te le prouver. Pourquoi? Parce que regarde, l'histoire du marketing tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Le marketing a plus de valeur que le prix. Or, les gens accordent plus de valeur au prix et à l'argent qu'au marketing, surtout en France. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que le marketing peut leur ramener beaucoup plus d'argent que l'argent à lui-même. Mais ça, il faut avoir écouté les émissions de Nicolas pour le comprendre. Écoute, je suis bluffé parce que vraiment, c'est du gâchis pur et simple pour de l'ego. Encore une fois, voilà, il a un gros ego, il a raison parce qu'il a accompli quelque chose de grand, mais il passe à côté de quelque chose d'encore plus grand. Et j'aimerais, dorénavant, que tu ne fasses pas cette erreur grotesque. Et j'aimerais aussi, pour tes projets immobiliers, que tu comprennes que tu perdes plus d'argent à refuser d'accepter la contre-offre pour 3 000 euros
que à l'accepter. C'est-à-dire que si demain tu fais une offre et que le gars te fait une contre-offre et qu'il y a 3 000 € d'écart, si c'est une question d'ego pour les 3 000 balles, essaye de t'asseoir dessus et de mener l'opération, même 5 000, même 10 000. Parce que parfois, pour 10 000 €, tu perds 80 € par mois et tu t'assois sur un projet qui te les aurait largement rapportés à court terme. À court terme, j'insiste. Donc, sois pas stupide. Combien de fois j'entends ou je vois ce genre de situation qui est comme celle qu'on est en train de vivre ici, ridicule. Donc, ton ego, tu me le fous sous tes pieds ou aux toilettes ou tu le laisses chez toi ce matin ou demain soir en partant et tu commences à avancer et à passer à l'action. Oh le meurant, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Là où tu écoutes cette émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire, surtout sur Spotify. Prends le téléphone d'un ami, tu connais la chanson. Va sur Immobilier Compagnie pour les bouquins, la formation. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!